Devant ce nouveau journal d'une femme de chambre, d'aucuns auront sans doute le réflexe de parler de remake. Il n'en est rien. Le film de Benoît Jacot étant aussi original que les films qui l'ont précédé, issus du même roman. Il faudrait que l'on considère enfin le cinéma comme on le fait du théâtre. Il est des classiques qui jamais ne s'épuisent, qui ne pâtissent aucunement à être adaptés plusieurs fois. Bien sûr, Journal d'une femme de chambre n'est ni Les Misérables, ni Anna Karénine, qui ont été portés à l'écran plus souvent qu'à leur tour. Pas plus qu'Octave Mirbeau ne rivalise avec ces monuments nationaux que sont Hugo et Tolstoï. Il n'empêche que ce roman est exemplaire, à la fois marqueur d'une époque et résolument révolutionnaire, dans le sens où c'est le regard de Célestine, la femme de chambre du titre, qui prévaut en permanence concernant une époque où il n'était pas de bon ton d'accorder quelques considérations aux gens de peu, surtout quand ils portaient jupons. On l'a dit, cette adaptation du roman de Mirbeau n'est pas la première. Elle a notamment été précédée par celle de Renoir en 1946 et de Buñuel en 1964, soit deux des plus grands cinéastes de l'histoire du 7e art. Or, la version de Benoît Jacot n'a pas à rougir de la comparaison. D'abord, parce que les trois films diffèrent les uns des autres sur de nombreux points, pour ce qui concerne tant les personnages que la construction dramatique elle-même. Benoît Jacot ayant, à la différence de ses prédécesseurs, opté pour l'insertion de plusieurs flashbacks, nous donnant à voir que Célestine a connu des fortunes diverses dans d'autres maisons. Mais après tout, le roman lui-même était à géométrie variable, puisque la version feuilletonesque qui a vu le jour à partir de 1892 n'est pas celle définitive du roman publié en 1900. C'est peu dire que Renoir et Buñuel se sont appropriés le livre de Mirbeau pour signer un film qui leur ressemble. Le premier pour livrer une comédie virevoltante, mais qui laisse un goût amer, insistant sur les hiatus qui existent entre les classes sociales, 7 ans à peine après la règle du jeu, qui reste à jamais le maître étalon cinématographique des contradictions de classe. Le film de Buñuel est quant à lui plus pervers, plus malsain, présentant comme certaine l'implication de Joseph dans le viol et le meurtre d'une petite fille, plus sensuel aussi. Bon, sans doute, Don Luis s'est régalé à filmer les scènes où le patriarche se révèle être un fétichiste de la bottine. Si la version de Benoît Jacot diffère de celle qui précède, elle est sans doute celle qui s'efface le plus volontiers derrière le roman sans vouloir mettre en exergue de façon ostensible les prolongements personnels que le livre suscite. À vrai dire, il n'est pas absolument nécessaire de se replonger dans la lecture du roman de Mirbeau pour comprendre quel était le projet du cinéaste, celui d'explorer l'histoire de façon naturaliste pour mieux mettre en lumière l'humanité des personnages qui la font vivre, exactement comme il l'avait fait il y a peu dans son superbe Adieu à la reine. Si nous quittons Marie-Antoinette et le XVIIIe siècle pour une maison bourgeoise au tournant du XXe, la perspective reste la même. Tout comme la comédienne, Léa Seydoux, qui prête ses traits à l'héroïne au centre du conflit. Comme dans les Adieux à la reine, Benoît Jacot a manifestement eu à cœur d'apporter un éclairage contemporain et de faire oublier les costumes pour mieux s'attacher à la vérité des personnages. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que le décor et les apprêts n'aient pas leur importance, mais il n'impose pas une vision du film qui aurait à voir avec une visite au musée, ce qui est trop souvent le cas au royaume du cinéma. En réalité, si le contexte n'est pas celui d'aujourd'hui, il n'est pas niable que les passions humaines restent les mêmes, à commencer par ce désir, somme toute légitime, de s'élever, quitte à emprunter des voies où la morale ne trouve pas son compte, quitte à caresser les puissants dans le sens du poil. L'image du film est belle, les costumes chatoyants, mais le travail de Célestine n'a rien d'une sinécure. Et Jacot d'insister sur le caractère laborieux, répétitif des tâches ménagères dans cet intérieur bourgeois qui semble figé, confit même, pour des siècles et des siècles. Célestine frotte, récure, essore, astique, lessive, époussette jusqu'à l'épuisement, jusqu'au dégoût. Cette femme de chambre en veut au monde entier. Elle ne rêve que de voir ses maîtres tomber de leur piédestal. Mais elle n'est pas pour autant marxiste. Elle ne désire pas particulièrement que les sans-grades prennent le pouvoir. Elle a simplement une conscience aiguë de ne pas être à sa place. Elle en veut au destin d'avoir fait naître à genoux plutôt qu'à la place de ces bourgeois qu'elle juge sans indulgence. Comme on dit, il n'y a pas de grands hommes pour leur valet de chambre. Et c'est peu dire que les Lanlaire, au service desquels Célestine est attachée, ne sont guère reluisants.
Monsieur est aussi lubrique qu'inconsistant, quand madame est tyrannique et pleine de morgue. Quant au voisin, le capitaine Mauger, c'est un histrion revanchard et borné. Si un homme doit faire la courte échelle à Célestine dans son ascension sociale, c'est plutôt Joseph, un homme mutique et inquiétant dont Jacot ne cherche pas à percer le mystère ou à lever l'ambiguïté. Par moments, il nous arrive de comprendre l'ascendant qu'il exerce sur Célestine. Nous avons même de l'empathie pour son caractère indomptable, comme nous en avons pour les accès de fierté de la jeune femme. Ah oui, mais voilà. Joseph est un antisémite virulent, ce qui limite évidemment notre proximité avec le personnage. Il est évidemment tentant d'y voir une allusion à l'état actuel des consciences, mais le racisme était déjà largement partagé au moment où Mirbeau écrivait. Le journal d'une femme de chambre est contemporain de l'affaire Dreyfus, autrement dit du catalyseur des déchirements de la France en ces temps rances. Et Buñuel a enfoncé le clou en situant son film 30 ans plus tard, dans les années 30, alors que le pays faisait les yeux doux aux croix de feu avant de se donner à Pétain. Mais revenons plutôt à Célestine. Léa Seydoux l'incarne avec autorité au sens premier du terme. Elle lui prête une arrogance butée, naturellement sensuelle. Elle est en permanence dans le champ, quand Joseph reste tapi dans l'ombre, volontiers spectateur de ce qui se trame. Tout est ici question de regard ou de déplacement. Les personnages se croisent, se décroisent, se recroisent. Le film institue comme une chorégraphie lente qui traduit les enjeux sociaux ou sexuels. On l'aura compris, le film est un petit bijou de violence retenue, de sensualité contrainte, de désir étouffé. Benoît Jacot était entré dans la carrière en signant des films un peu distanciés, souvent un peu secs. Il a introduit peu à peu de la chaleur, donnant davantage de chair et d'âme à ses personnages, jusqu'à la perfection. Nous sommes Célestine, qui trime et se dépense sans compter, qui vibre au milieu d'un domaine dont nous mesurons les dimensions autant que nous sommes transis par l'humidité et le froid. Journal d'une femme de chambre est un film plein de courants d'air. Et nous en sortons décoiffés, naturellement. Tant mieux. Il y a tant de films gominés. J'ai une bonne, très bonne place pour vous. C'est vous la parisienne? Oui, c'est moi. D'abord, il y a de bonnes places nulle part. Il n'y a pas de mauvaise place. Il n'y a que de mauvais maîtres. Non, que des mauvais domestiques. Vous avez une jolie taille, une jolie figure. Il pourrait vous arriver des choses heureuses, avec de la conduite. Couchez! Avec de l'inconduite, vous voulez dire? Ça dépend des façons de voir. Madame. Merci, Joseph. Vous avez une belle toilette. Merci, madame. Vous en changerez tout de suite. Oui, madame. Allons, monsieur. Allons. Est-ce que ça, Célestine? Encore un mot de plus, et cette fois je dis toi, madame. Célestine. D'abord, ma petite au prieuré, on ne dira pas une seule femme de chambre. Quand c'est pas madame qui les renvoie, c'est monsieur qui les engrosse. À l'avenir, je vous le prie de ne pas rester si longtemps dehors. Elle commence à m'agacer, celle-là. Qu'est-ce que vous dites? Je ne dis rien, madame. Le jour de l'argenterie, vous l'avez oublié? Oui, madame. Allez tout de suite chercher la viande des chiens. Apportez-moi une aiguille. Apportez-moi du fil. Bon, apportez-moi des ciseaux. Et dépêchez-vous. On ne peut pas obliger une femme à faire ce qu'elle refuse de faire. Je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas qu'on se mette du parfum. Eh, madame, ça le empêche d'une fois de se faire troncher, ça te ferait du bien. Je rêve de vous, Célestine. On ne s'engage pas dans la vie sans réfléchir. Peut-être que je me suis trompé sur vous. Quand je pense qu'une cuisinière, par exemple, tient chaque jour dans ses mains la vie de ses maîtres. Madame, on l'a volé! Oh mon Dieu! Une pincée d'arsenic à la place du sel. Et ça y est. Eh bien non. Faut-il que nous ayons tout de même la servitude dans le sang? J'ai une bonne, très bonne place pour vous. C'est vous la parisienne? Oui, c'est moi. D'abord, il y a de bonnes places nulle part. Il n'y a pas de mauvaise place. Il n'y a que de mauvais maîtres. Non, que des mauvais domestiques. Vous avez une jolie taille, une jolie figure. Il pourrait vous arriver des choses heureuses, avec de la conduite. Couchez! Avec de l'inconduite,
vous voulez dire? Ça dépend des façons de voir. Madame, Merci, Joseph. Vous avez une belle toilette. Merci, madame. Vous en changerez tout de suite. Oui, madame. Allons, monsieur. Allons. c'est ça, Célestine. Encore un mot de plus, et cette fois je dis toi, madame. Célestine. D'abord, ma petite, au prieuré, on ne garde pas une seule femme de chambre. Quand c'est pas madame qui les renvoie, c'est monsieur qui les engrosse. À l'avenir, je vous prie de ne pas rester si longtemps dehors. Elle commence à m'agacer, celle-là. Qu'est-ce que vous dites? Je ne dis rien, madame. Le jour de l'argenterie, vous l'avez oublié? Oui, madame. Allez tout de suite chercher la viande des chiens. Apportez-moi une aiguille. Apportez-moi du fil. Bon, apportez-moi des ciseaux. Et dépêchez-vous. On ne peut pas obliger une femme à faire ce qu'elle refuse de faire. Je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas qu'on se mette du parfum. Eh, madame, sale pain bêche, tu devrais te faire troncher, ça te ferait du bien. Je rêve de vous, Célestine. On ne s'engage pas dans la vie sans réfléchir. Peut-être que je me suis trompé sur vous.